Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e webinum. Pour la première fois, nous inaugurons ce format de plateau télé, donc soyez indulgents et indulgentes envers nous. N'hésitez pas à nous indiquer s'il y a des soucis dans le chat. Le thème du jour, la place de tous et de toutes dans le numérique et peut-être un peu plus largement aussi dans les centres sociaux. Alors pour commencer, je vous propose quelques petits chiffres issus du rapport annuel de l'état du sexisme en France, donc par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Sur YouTube, 92% des créateurs de contenu sont des hommes. Voilà, ça sous-entend donc qu'il n'y a que 8% de femmes qui créent du contenu sur YouTube. Sur Instagram, 68% des contenus propagent des stéréotypes de genre, et on se doute bien lesquels. Si on regarde les chiffres dans le numérique, ils sont pas beaucoup mieux, sachant que les femmes sont très très minoritaires dans tous les métiers numériques, notamment tout ce qui est ingénierie, développement, etc. Aujourd'hui, on va donc essayer de faire un petit peu le point sur toutes ces questions-là au travers d'interventions de différentes personnes qui travaillent dans des centres sociaux ou qui interviennent à titre de prestataires et autres dans les centres. Alors, je vais vous présenter rapidement le plateau du jour. Donc, on a Monique, qui est la présidente de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. À ses côtés, nous avons Marie-Pierre, qui est la secrétaire adjointe de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. À côté de moi, j'ai Saël, qui est bénévole au Centre social du Chemin Rouge. Et tout en bout de table, nous avons Laurine, qui est coordinatrice enfance et action éducative, et Juliette, de la compagnie La Minuscule Mécanique. En complément, en visio, on a deux invités. On a Laura D, qui est ex-joueuse de haut niveau et qui travaille aujourd'hui dans le e-sport, et Aurélie Évrard, qui est référente numérique dans un centre social. Voilà. Donc, si on est bon, j'ai parlé super vite, bien entendu. On va commencer par la présentation d'Aurélie, qui va donc nous présenter son parcours au sein des centres sociaux. Donc voilà, donc Aurélie, bienvenue, et puis à toi. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Aurélie Evraert et je travaille au sein du centre social du Vexintel qui se situe à Chaumont-en-Vexin dans l'Oise. Et mon parcours, ça va faire 20 ans que je suis au centre social. J'ai commencé en tant qu'animatrice de centre de loisirs pour un été. Et ensuite, j'ai évolué. Je suis devenue directrice de centre de loisirs. Et je suis après devenue animatrice famille suite à mon BPGEPS animation sociale. Les projets évoluant, je me suis axée sur le numérique pour être, et on a ouvert notre Fab Lab en septembre 2023 et dont j'ai la responsabilité depuis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que femme sur le numérique ? Alors, je me suis quasi formée toute seule en regardant des vidéos, en suivant des tutos. Au sein du centre social, c'est plutôt ma directrice qui m'a poussée. La première fois qu'elle m'a parlé de programmation, je l'ai regardée en me disant oui, je vais aller le faire, mais je m'en sens pas trop capable. Mais elle, oui, donc j'y suis allée. Mais oui, c'est que de la formation toute seule, comme une grande dans mon coin. Dans ton public, est-ce que tu vois qu'il y a des différences entre les enfants qui choisissent de venir, par exemple, ou est-ce que tu vois des différences, par exemple, même chez les adultes, dans la fréquentation ? Alors, c'est plutôt Alors, chez nos adhérents, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. Mais en tout cas, après, sur les enfants, en effet, c'est plus les garçons qui sont attirés par la robotique et la programmation que les petites filles. Et est-ce que de ce fait-là, dans ton centre, est-ce qu'il y a une volonté d'orienter plutôt et de faire qu'il y ait une plus d'égalité de ce côté-là ? Alors, je me suis jamais trop posé la question. Euh, Après, on essaye de proposer des thèmes qui puissent plaire autant aux filles qu'aux garçons. On n'axe pas spécialement sur les garçons et on ne fait pas spécialement non plus que pour les filles non plus. Mais je pense que toutes les thématiques qu'on choisit peuvent convenir à tous.
Hop. Est-ce qu'en plateau, il y en a qui veulent poser des questions à Aurélie? Non. Hop. Est-ce que sur le chat, est-ce que l'on a des questions? Antoine me fait signe que non. Ça marche. Est-ce Les questions vont fuser ensuite. Est-ce que dans les rencontres que tu peux faire et cetera, est-ce que tu penses que c'est un thème qui revient souvent, la place des femmes sur le numérique? Parce que finalement, en fait, tu fais un peu figure de presque d'exception, hein? Alors, dans nos adhérents, ils sont plutôt bienveillants envers. Alors, je suis pas la seule parce que dans le Fab Lab, on est 3 animatrices et nous sommes que des filles. Et voilà, en fait, on a chacun nos spécialités et nos préférences, et ce qui fait on propose des choses très variées et qui conviennent à tous. Après, le regard masculin, il est plus difficile, je vais plus dans nos collègues que dans notre public. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire justement pour changer le regard? Nous, nous, on se bat pour faire voir qu'on sait faire, en fait. Et qu'on n'a pas besoin de la technicité des hommes pour faire certaines choses, en fait. On veut parce que c'est plutôt on veut plutôt lui prouver qu'en fait, on sait faire et que même s'il a peur, nous, on y arrive, en fait. Parce qu'on se donne les moyens d'y arriver. Moi, j'avais une question sur les publics. Est-ce que tu arrives à voir sur sur les publics du centre, à partir de quel moment, de quel âge les filles reprennent le numérique? Comme les enfants, les jeunes filles, tu disais, ne sont pas trop attirées par le numérique. À partir de quel âge ça revient à 50-50? Est-ce Aucune que idée. les ados, par exemple, est-ce que les enfants, c'est assez les garçons qui sont attirés par le numérique, mais par exemple, est-ce que les ados sont aussi attirés par le numérique, ou est-ce que c'est quelque chose qui revient une fois qu'on est adulte, une fois qu'on a des des choses à faire comme la CAF, comme, les impôts et cetera? Est-ce que c'est un accès au numérique par besoin ou par plaisir? Alors nous, par rapport au Fab Lab, je dirais que les adolescentes, on les voit pas trop. Mais après, dans nos adhérentes, on a autant de femmes que d'hommes. Donc je pense que le déclic, il va peut-être venir au moment où elles vont avoir des enfants et qu'elles auront envie de créer des souvenirs et de faire, de créer des choses, de développer leur créativité. Je me permettrai de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que si je prends l'exemple du centre où je suis présidente, nous avons un club maker avec beaucoup de possibilités d'accès au numérique. Eh bien, on n'a aucune fille. Et donc, ce sont des ados. On a quand même un public féminin qui est présent. Aucune fille ne vient pour le moment à ces ateliers qui permettent de créer des bornes d'arcade ou des choses comme ça. Donc, nous, pour le moment, inexistants. D'accord. Donc en fait, le public féminin revient une fois l'âge adulte arrivé. Oui, c'est ça, par besoin et par, Peut-être. C'est peut-être qu'on peut tirer cette conclusion. Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous pensez que, nous, en tant qu'acteurs des centres sociaux, on a peut-être, quelque chose, peut-être une sorte d'obligation un peu, d'essayer de briser ces cercles? Parce que finalement, en fait, on fait que répéter ce qui se fait dans la société ou l'éducation, enfin, et cetera, et finalement, on n'arrive pas à outrepasser ça alors que notre rôle, il est peut-être là. Travail de fond à faire. Mmh. Est-ce qu'on l'a fait pour le moment? On a Après, tellement de causes. Hein. ouais. Après, moi, du coup, je pense au parallèle avec d'autres situations, par exemple dans le sport, où par exemple, il n'y a pas beaucoup de filles qui intègrent certains sports, etc. Mais, ou comme moi, je suis réalisatrice sonore, dans ma profession, dans ma formation, il a fallu qu'il y ait une directrice pédagogique qui décide de faire la parité entre les hommes et les femmes pour que voilà, moi j'ai une place aussi dans cette formation. Donc c'est l'idée qu'il y ait une volonté en fait pour pouvoir faire de la place aux femmes. Enfin, ça, je pense que c'est important. Et aussi le fait que peut-être aussi il y a des activités que en tant que femme on ne fait pas, mais que si elles sont proposées en non mixité, par exemple juste entre femmes, là on les fait en fait parce que justement il n'y a pas le regard des hommes
contre lesquels se battre, dont tu parlais tout à l'heure. Et voilà, enfin, voilà, ça me fait penser à ça, en fait. Super. Ben, en tout cas, Aurélie, moi j'ai juste une dernière question peut-être, c'est est-ce que tu as déjà rencontré beaucoup de consoeurs? Simplement parce que, nous, c'est un petit peu la blague, récurrente, avec mes collègues qui sont là-bas à la technique. C'est que, sur, les centres sociaux connectés, on a certains territoires où il y a beaucoup de filles qui sont dans les équipes et d'autres où il y en a assez peu. Et donc ce fait-là, est-ce que toi, sur ton territoire, est-ce que tu as beaucoup de consoeurs finalement qui sont sur le numérique? Alors, sur le numérique, tout ce qui va être initiation aux ordinateurs, et cetera, oui. Après, dans un Fab Lab, non. Je dois être une des seules. Et de ce fait-là, est-ce que tu peux, peut-être, finir en nous disant finalement qu'est-ce qui serait technique, qu'est-ce qui ne serait pas technique, dans un Fab Lab? Qu'est-ce qui, ferait que, finalement un Fab Lab, ne pourrait pas être tenu par un homme, par une femme? Puisque c'est un petit peu l'image quand même qu'on a en général. C'est vrai qu'on croise plutôt souvent des hommes dans les Fab Labs parce qu'il y a le côté bricolage. Hem Et est-ce que voilà, est-ce que toi tu as quelques outils qui sont, démystifiables, dans leur utilisation? Bah, je pense que tous les outils on peut les utiliser en tant que femme, du moment où, on sait les utiliser, qu'on respecte les règles de sécurité. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas utiliser une perceuse ou, la CNC. J'en suis tout à fait capable. Après voilà, il faut apprendre à l'utiliser, mais comme c'est un apprentissage, donc tout le monde peut y arriver. Ça marche. Eh ben, est-ce que, mesdames, vous avez d'autres, dans le chat, c'est bon? Ça marche. Eh ben, Aurélie, merci beaucoup à toi Merci à vous. et puis, bonne continuation. Merci. Donc on va passer à notre deuxième invitée qui est Laura. Ben, bonjour Laura et puis je vais te laisser te présenter et puis, nous présenter ton parcours. Ben, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Laura Desjous, et j'ai un pseudo parce que j'évolue dans un univers donc, de l'e-sport, et mon pseudo, c'est Nasty. En fait, durant 10 ans, j'ai eu un parcours d'athlète e-sport, donc de sport électronique, c'est compétition sur les jeux vidéo. Euh, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, et dès mon plus jeune âge, en fait, je pense que c'était vers 15 ans, j'ai découvert Counter-Strike, un jeu en réseau qui se jouait en équipe de 5 contre 5. C'était totalement l'essor des compétitions sur ce jeu-là. Et finalement, je me suis retrouvée à faire des compétitions avec une équipe féminine au fur et à mesure des années, jusqu'à ce que, au bout de, je pense, 4-5 ans, j'atteigne un certain niveau qui nous permette d'atteindre vraiment le niveau international. J'ai fait un peu le tour du monde. On a fait divers podiums un peu partout en Europe, mais aussi euh, à l'international globalement, jusqu'à un titre de championne du monde en 2014 à Paris. Et je pense que ça s'est un peu terminé vers 2017. Mes coéquipières qui étaient de moins en moins dispo. Euh, Ça m'a fait aussi me mettre en retrait. J'avais pas forcément à cœur de continuer un nouveau projet. Donc j'ai fait un peu une pause. Je me suis mise dans le streaming, qui est notre souvent univers parallèle à l'e-sport. Et en fait, on m'a proposé une opportunité professionnelle, parce que pendant ces 10 ans, c'était vraiment une passion un peu parallèle à mes études. Je ne pouvais pas en vivre comme aujourd'hui. On peut être en plein temps sur des métiers vraiment qui permettent de vivre en étant athlète e-sport. Avant, c'était plutôt voilà, comme un sport, on va dire, passion. Et du coup, j'ai été recrutée en tant que euh, ch- responsable coach e-sport, donc sur un jeu qui cette fois s'appelait Fortnite. Le but c'était d'encadrer donc des jeunes, très jeunes joueurs, 13 à souvent c'était 24 ans maximum, 13 à 24 ans, voilà, des joueurs qui destinaient à être professionnels donc dans l'e-sport, et qui gagnaient des compétitions, qui pouvaient facilement gagner des cash prizes, donc les gains des tournois qui montaient à des fois 20 000, 30 000 dollars, donc c'était quand même conséquent. Et du coup, via ce poste-là, j'ai fait 4 ans en fait au sein de la structure MCES à Marseille. J'ai eu
diverses missions à réaliser autour de l'e-sport. Donc la principale, c'était du coup d'encadrer, coacher, suivre donc ces joueurs. J'en avais généralement de 4 à 7, 8 des fois. Au tout début, pendant, je pense, 6 mois, 8 mois, c'était en présentiel, c'est-à-dire qu'on se retrouvait tous dans une salle. J'étais derrière eux, voilà, un poste, et je voyais leur écran, il y en avait 4. Et c'était vraiment, on se levait, on allait comme au bureau, entre guillemets, et je les suivais, on faisait les entraînements, les débriefs, etc. Puis après, bon, il y a eu la période un peu Covid et tout qui a tout ramené au distanciel. Et les années qui ont suivi, ça s'est resté en distanciel parce que les joueurs étaient de plus en plus jeunes aussi, donc on ne pouvait pas les déscolariser. Ils avaient 13, 15 ans, donc voilà, il fallait qu'ils restent dans leur famille. Et donc, suite à ça, j'ai fait aussi pendant pratiquement 1 an, j'ai managé une équipe féminine, la première équipe féminine française sur notre jeu Valorant, qui est un jeu un peu similaire à ce que moi j'avais joué lorsque j'étais sur Counter-Strike, un jeu d'équipe 5 contre 5. Et on avait un peu cette fierté d'être la première structure à vraiment se lancer pour recruter du coup une équipe complètement féminine. À l'époque, en France, il n'y en avait pas. Et donc ça, c'était sur le côté e-sport professionnel. Mais il y avait un autre pan qui était l'e-sport, ce qu'on peut dire amateur, et qui consistait en fait à ce que je développe des contenus pédagogiques dans les divers centres académiques, on va dire, ce qui s'appelait de MCES. Donc il y en avait plusieurs en France. Et le but, c'était sur 1 an de venir 1 à 2 fois par semaine en tant que jeune, comme on pourrait faire du football l'après-midi, un mercredi ou un samedi. Là, ils venaient, ils faisaient 1 heure et demie de sport et 1 heure et demie de cours, en gros, donc de Fortnite, par exemple. Le but, c'est de progresser sur 1 an. Donc, moi, j'ai fait tous les contenus pédagogiques pour ce genre de programme. Et après, on a eu aussi d'autres types de prestations, des prestations plus institutionnelles. Donc, par exemple, la Fédération française de tennis qui souhaitait former leurs coachs dans leur, euh, dans leur centre pour pouvoir proposer des stages, par exemple, sur Fortnite. Donc, pareil, j'ai dû mettre en place des contenus pédagogiques pour ce genre de profil, un peu plus vulgarisé, plus court, en 15 heures. Et de la même façon aussi pour un BPGEPS, en fait, au sein du Cross Sud, euh, pour former des éducateurs e-sport, en fait. Donc, il y avait éducateurs sportifs et avec un petit module, pas un petit module d'ailleurs, un module e-sport dans lequel moi j'ai créé ce contenu et j'ai formé environ une dizaine d'étudiants à l'année sur le module Fortnite, en gros, pour savoir mettre en place une séance, tout ce qui pourrait être fait comme une séance sportive, mais e-sport autour de Fortnite. Donc voilà un petit peu sur ce background-là, on va dire, ces 4 ans. Et là, depuis un peu moins d'1 an, je suis à mon compte en tant que freelance, donc en tant que consultante e-sport. Donc c'est plus voilà sur diverses missions que j'ai pu faire, pardon, sur ce genre euh, d'années précédentes. Donc ça va être des conférences, des tables rondes, mais ça va être aussi des formations sur l'e-sport pour divers du coup types de publics. euh, et de la gestion de projets e-sport globalement sur les besoins qui existent aujourd'hui, quoi. Voilà un petit peu. Ça marche. Alors, je vais te poser tout de suite la question qui est dans le chat. On nous demande s'il y existe des équipes mixtes de e-sport en France. Alors, à haut niveau, on va dire, professionnel, non. De ce que je sais, de connaissances, non. Je sais que ça a plusieurs fois été essayé à l'international. Des grosses équipes, SK Gaming, pour ceux qui connaissent, ont déjà essayé. Mais chaque fois, ça échoue. Il y a l'éditeur Riot Games qui essaye de beaucoup mettre en avant à ce qu'on arrive un jour à faire des équipes mixtes. Pour l'instant, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un circuit game changer, c'est-à-dire que c'est un circuit qui est que pour les joueuses, pour vraiment essayer voilà, qu'il y ait une représentation féminine. Tout à l'heure, vous disiez que dans certains métiers, peut-être que, enfin, on n'arrive pas à faire venir les filles, mais c'est aussi important qu'il y ait un modèle, au moins un modèle féminin ou une représentation féminine pour qu'un jour, en fait, une fille se dise, ah oui, mais moi aussi, en fait, je peux faire ça, ou moi aussi, je peux utiliser cet outil, etc. En fait, je pense que c'est le moteur pour ensuite que ça fasse venir des filles. Souvent, on l'a remarqué en tout cas dans le milieu du jeu vidéo et notamment pour l'e-sport, parce qu'en fait, en tant que femme, souvent on voit que des hommes, et très souvent, c'est ce que j'entends moi des joueuses ou quoi qui sont mis plus tard à l'e-sport, c'est mais en fait, j'ai toujours vu des hommes, enfin des garçons jouer, je croyais que c'était que pour les garçons. Et je pense que ça peut en fait être un parallèle pour plein d'autres choses dans lesquelles on ne trouve pas assez de filles. Donc voilà, équipe mixte, en tout cas, ça a été essayé, mais ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons. Je ne saurais pas dire exactement si c'est scientifique, mais plutôt voilà, social, où il y avait
voilà, des comportements après de drague, des choses comme ça qui étaient impliquées plus sur le groupe, qui faisait que ça, ben, souvent c'était compliqué. Mais voilà, Riot essaye de mettre ça en place avec en tout cas ces circuits féminins, et pas pour rester dans un circuit féminin comme malheureusement ça a pu l'être sur Counter-Strike, mon jeu de prédilection, qui a été beaucoup critiqué pour ça. Là, le but, c'est qu'au bout de quelques années, on arrive à vraiment scinder ces deux communautés, on va dire, de tournois masculins, mais qui sont pas masculins, qui sont mixtes à la base. Mais pourquoi voilà, que il y a un assez gros pool de joueuses avec un certain niveau qui puissent du coup créer une équipe avec des joueurs aussi de bon niveau, quoi. C'est un peu le but en tout cas. Ok, bah super. Bah, en plus, tu as répondu à la question qui était dans le chat. Alors, je vais peut-être laisser la parole parce que j'ai vu Sahel pas mal réagir pendant ton intervention. Euh, c'est vrai. Bon, le chat, du coup, a posé ma question aussi, qui allait être sur les équipes mixtes. Mais du coup, moi, je vais te demander, moi, je connais moins bien Counter-Strike, je connais le stream dans d'autres jeux vidéo. Niveau streaming, tu as dit que tu en as fait aussi. Je voulais savoir si tu avais vu remarquer des comportements vis-à-vis des joueuses en streaming que des joueurs en streaming auraient pas forcément. Est-ce que tu as eu besoin d'adapter des choses dans ce cadre-là de l'e-sport plus en stream? Donc moi, personnellement, me concernant, lorsque j'étais Miss Streamers, mais c'était pas du tout au niveau professionnel, c'était purement pour m'amuser, j'avais pas un nombre de viewers très élevé, hein. Euh, mais de ce que j'ai vu, ce que j'ai observé voilà, de collègues, on va dire streamers, qui elles étaient par exemple joueuses pro et qui streamaient, ou de ce que j'ai vu après en regardant moi-même voilà, des joueuses, bah, c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours une quantité assez forte de commentaires qui sont quand même basés sur le physique par rapport à des streamers totalement e-sport, et qui sont pourtant voilà, ok tiers, c'est-à-dire qu'ils font pas spécialement euh, un effort sur leur apparence. Donc comparé à ça, voilà, eux on leur dit rien, c'est on va regarder leur partie. Et dès que ça va être une joueuse, ça va être très critiqué sur ah mais attends, elle a mis un décolleté, nanani, donc c'est pour ça, ou alors elle est peut-être du sud et qu'il fait chaud. Enfin, je veux dire, il n'y a pas spécialement de raison à ça. Euh, et ça va être voilà très critiqué sur l'apparence, sans regarder, enfin en regardant moins le niveau, ce qui fait que ce que j'ai remarqué par exemple sur des jeux actuels de streamers que je regarde, de Valorant par exemple, les joueuses ne mettent plus la cam en fait. Et elles montrent que leur gameplay en mode venez, c'est ce qu'il faut regarder. De toute façon, c'est ce qui est important, c'est mon gameplay, c'est le niveau de jeu, c'est les têtes que je vais mettre, c'est les belles actions que je vais faire. Mais c'est triste. Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis c'est triste parce qu'en fait, du coup, ok, elle montre plus vraiment à quoi elle ressemble, ce qui enlève une certaine, je sais pas, un intérêt, parce qu'on peut avoir des réactions, des contentements et tout qui seraient beaucoup plus cool à partager. Mais malheureusement, je pense vraiment que ces effets de commentaires sexistes, toujours sur le physique, ça met une pression incroyable, ça fout énormément de complexes, et je pense que je les comprends totalement, du coup, de se sentir plus en liberté en enlevant une cam, quoi, en jouant. Alors, dans le chat, on a une question qui nous demande où peut-on retrouver les compétitions live 100% féminines? Alors malheureusement, c'est pas regroupé parce que comme les autres sports traditionnels, c'est vraiment, enfin, moi, par exemple, je connais pas par exemple une plateforme qui regroupe tous les sports féminins, les compétitions sur une seule. Là, c'est vraiment par discipline, donc ça va être les compétitions féminines de Counter-Strike, les compétitions féminines de League of Legends, les compétitions féminines de Valorant. Donc ça va être chaque fois lié à l'éditeur, c'est-à-dire que Counter-Strike, l'éditeur, c'est Valve. League of Legends, Valorant, l'éditeur c'est Riot. Donc c'est un peu complexe pour les, on va dire, les néophytes ou les gens qui connaissent pas forcément l'e-sport. C'est vrai que, bon, après, voilà, vous tapez dans Google compétition féminine Valorant, ça va quand même vous rediriger globalement sur le site qui montrera les compétitions. Donc, sur Valorant, ça s'appelle les Global Game Changers, par exemple. Donc, c'est sur ce site-là que vous retrouverez. Sur League of Legends, ça a un autre nom. Sur Counter-Strike, c'est ESL Impact, il me semble. Donc, chaque fois, ça a des noms différents. Mais malheureusement, ça regroupe pas toutes les compétitions 100% féminines. Mais là, de ce que je vous en dis, il y a au moins 3 disciplines où il y a des compétitions féminines.
J'aimerais bien juste relever Vas-y, une Marie. chose qui me vient à l'esprit. Je trouve que c'est quand même dommage d'entendre ça, parce que Mhm. le e-sport, c'est le seul sport où la compétition entre la force masculine et féminine n'existe pas. Et donc, c'est par rapport à tous les autres sports où on dit que on ne peut pas faire les mêmes performances. Là, je veux dire que c'est quand même dommage d'entendre ça. Et en plus que naturellement, on attaque sur le physique, comme toujours. C'est vraiment très faible et c'est révélateur d'un état d'esprit masculin dépassé, je trouve. C'est dommage. Bah, en fait aussi, pendant très longtemps, ce qui était souvent reproché, aux joueuses, c'était la différence de niveau et c'est vrai, mais parce que, il y a eu un écart énorme. C'est-à-dire que déjà, dès le début, il y avait un énorme pool de joueurs qui a pris du coup une avance de niveau, voilà, forcément sur, les joueuses qui sont venues après. Donc il y a toujours un peu ce gap, cet écart en fait entre, les joueurs de haut niveau et les joueuses de haut niveau. Parce que très peu de joueuses par rapport à un énorme pool de joueurs. Donc c'est vraiment juste comment dire? Une question de proportion. Vous savez, genre, si on a un énorme sac de billes, ben, on aura beaucoup plus de probabilité d'avoir, au moins 2 ou 3 pépites. Et si on a un petit sac de billes, ça va être, voilà, beaucoup plus compliqué d'avoir, beaucoup de talent, on va dire, dans ce sac de billes. Et c'est exactement ce qui se passe entre la proportion de joueuses et de joueurs. Et souvent, du coup, il y a cette, critique du niveau. Mais c'est pour ça que pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'on développe le nombre de joueuses, qu'il y en ait de plus en plus qui viennent, pour que voilà, on crée des talents vraiment de haut niveau, qui un jour, voilà, on ait cette comparativité, on va dire, de nombre de joueurs et de joueuses. Pour l'instant, c'est ridicule, vraiment, dans l'e-sport. On est, je crois, ça a un peu augmenté, hein. Je pense de mon époque, c'était 3% de joueuses de compétition e-sport, hein. Je parle pas en termes de Candy Crush ou jouer aux Sims. Donc c'est 3% vraiment qui faisaient de la compétition dans les jeux vidéo. Maintenant, on est à 8%. Donc ça a un peu évolué, mais c'est toujours ridicule. Ça veut dire qu'il y a une énorme différence. Et le but là, c'est d'essayer voilà, de monter. Euh, enfin, là, les chiffres que j'ai, c'est en France, hein. Je sais qu'il y a d'autres pays, c'est peut-être un peu plus. Mais voilà, c'est encore trop ridicule le nombre de joueuses qui font de la compétition par rapport aux joueurs. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Je peux comprendre, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on crée une équipe, vous savez peut-être, mais quand on était à la cour d'école, on doit créer une équipe. Il y a ce truc de, ok, je veux prendre le meilleur joueur. Mais c'est ce qui se retrouve aussi un petit peu dans l'e-sport, dans le sens, c'est pas une question forcément que c'est une fille ou un garçon, c'est, ouais, mais elle n'aura pas le même niveau que lui qui, ça fait déjà 10 ans qu'il en fait, en fait. Il y a aussi ça, malheureusement, qui joue. Ça marche. Marie-Pierre, un dernier mot? Ben, comme je pense que c'est moi qui interviens juste Voilà. après, il me semble que j'ai une transition toute trouvée. C'est que ce que tu viens de dire me fait penser à une série qui est passée sur Netflix il y a 2 ou 3 ans. C'était Le Jeu de la Dame et qui parlait, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, qui parlait d'une jeune femme qui a été championne de dames, de jeu de dames, d'échecs, pardon, et elle a été à l'encontre de tous les dictates qui existaient à l'époque. Et cette série de 8 épisodes, je pense, résume très bien c'est la condition et l'évolution qu'elle a réussi à implanter. Et si vous l'avez vu ou si vous n'avez pas vu, je vous la recommande parce que là, c'est vraiment la puissance de la qualité du jeu, mais la reconnaissance était toujours très galvaudée. Et en plus, elle axait beaucoup sur le côté très féminin. J'en veux pour cause de ses vêtements qui étaient très travaillés dans la série. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Laura, pour ton intervention. Mais pas de souci. Et puis, ben, on va passer à Marie-Pierre qui va nous présenter Oui. un petit retour d'expérience autour de la projection du film La Bonne Épouse. Alors, c'est pas tout à fait dans le numérique, mais je pense que c'est une illustration que j'ai souhaité retenir. Nous avons, dans le cadre du 8 mars, tous les ans, au centre Jules Grard de Liévin, une journée qui est dédiée aux droits des femmes et à la journée où on commémore cela au niveau international. Donc, je dis bien des droits des femmes. Donc, on rappelle par des expositions un peu tout ce qui a été gagné par les femmes. Et cette année, j'ai proposé de faire un ciné-débat. Et pour moi, le film qui m'est venu à l'esprit, parce que je suis assez cinéphile, c'est La Bonne Épouse. Film de Martin Provost, excusez-moi, j'ai pris des notes parce que je mémorise pas tout, et dans lequel il y a notamment Juliette Binoche, Noémie Lvovsky, il y a également Yolande Moreau, et ce sont trois femmes qui sont très caricaturales. Elles sont des années 60 et ça se passe dans une école ménagère.
Alors une école ménagère autrefois, c'était des écoles pour les filles qui ne continuaient pas jusqu'au brevet parce qu'on pouvait, avec le brevet dans les années 60, aller jusqu'au brevet et parfois même rarement au bac. Et ces filles, étaient préparées à être d'excellentes épouses à tous les niveaux. Donc l'abnégation, accepter la condition, savoir gérer, le ménage, savoir être souriante, oublier les misères, accepter le mari, le Dieu le Père en quelque sorte. Et on voit dans ce film tous les clichés, qui ont permis de maintenant arriver à une situation qui a permis à la femme de se libérer, et c'est la transition 67-68. Si, le mai 68, ça vous dit quelque chose, moi je fais partie de cette génération qui a vécu cette transition. Monique, nous l'avons vécu toutes les 2. Je pense que c'est un moment où on a tendance à l'enjoliver un peu, mais, il y a tellement de choses qui nous sont arrivées en très peu de temps par rapport aux conditions de la femme que, c'est même pas la rivalité entre hommes-femmes, il fallait pouvoir faire sa place. Donc même avec des compétences, extrêmes, il fallait vraiment prouver, à fond, que vous pouviez exercer une activité déjà normale, ne serait-ce qu'être secrétaire ou accéder à un poste de secrétaire de direction. Vous étiez la secrétaire du patron. Jamais envisagé d'être patronne, sauf quelques rares, exceptions. Et je reviendrai sur, ce film parce que, l'évolution, on la voit juste à un moment. 68 arrive, des grèves naturellement, et à l'époque, toutes les grèves ont été, au niveau, français. On n'avait plus d'essence, il y avait plus de quoi manger, enfin, c'était quand même, c'est enjolivé quand on voit, oui, mai 68, les barricades, mais en province, c'est la vie était pas facile et les gens étaient tous en grève. Donc, je n'évoque pas le fait des rémunérations qui étaient un peu difficiles. Mais en dehors de ça, on a réussi à obtenir à partir de ce mouvement-là, différentes choses qui ont été très intéressantes. Tout d'abord, j'ouvrirai sur, le droit à l'utilisation, sans prescription par prescription médicale à la pilule, la loi Neuwirth qui est arrivée en décembre 67, juste avant tous ces soulèvements. Et ensuite, tout le monde, connaît cette fameuse, loi Veil qui a été, promulguée le 17 janvier 75, débattue et beaucoup critiquée, mais qui est passée grâce à madame Simone Veil. Ces éléments, je n'en cite que 2 parce qu'on pourrait en citer énormément, parler des carnets de chèques, que la femme ne pouvait pas avoir et qu'elle a pu avoir en collaboration avec son mari, avec une cosignature, à partir de 62. L'autorisation d'une femme pour travailler dans une entreprise jusqu'en 65, il fallait l'autorisation du mari, j'en passe et des meilleurs. J'attire juste l'attention sur ce film qui mérite d'être vu. Vous le trouverez naturellement en streaming, vous le trouverez naturellement, sur beaucoup de plateformes. Il est ce qu'il est, il peut être critiqué, la critique a été dithyrambique ou l'a descendu complètement. C'est un film quand même qui donne tous les clichés d'avant et du basculement juste après. Donc nous avons eu un débat naturellement ensuite, et c'était un peu la querelle des anciens et des modernes, avec les anciennes et les plus jeunes. Et finalement, si je conclus sur ce qu'on a eu comme échange à la fin, d'abord un étonnement de la part des personnes qui étaient présentes, plus jeunes, qui n'imaginaient pas que c'en était à ce stade-là. Et il y a eu une prise de conscience, de ce qu'était la femme aujourd'hui. Donc il y a des avancées, veillons à ne pas les perdre parce que c'est petit à petit qu'on se fait grignoter des petites choses. Uniquement maintenant, dire que moi je suis cinéphile, donc il y en a beaucoup d'autres que j'aurais pu choisir, qui sera un peu plus extrême. J'ai pris une formule soft et abordable pour tout le monde. Il y a un petit décrochage, j'espère que vous continuez à m'entendre. Et j'avais noté différentes choses, c'est que, mais je reviendrai juste sur le fait qu'il faut qu'on soit sensibilisés, à ce que nous les femmes, ce qui a été expliqué sur, l'apport du numérique, on a vécu, des évolutions. On s'y met parce que dans les entreprises, quand on travaille et que dans les années 70-80, votre patron vous disait: «Bon, maintenant tout le monde en formation, Macintosh, vous allez apprendre, à vous servir d'un ordinateur», ce qui a été mon cas. J'ai eu un tout petit écran comme ça, une, énorme disquette, et on nous a appris à pianoter avec des formules. Enfin, le Macintosh pour vous, c'est Apple, hein, d'accord? Donc à l'époque, ça remonte à des temps immémoriaux. Mais, ce sont des évolutions, on nous a mis, devant, et je vais dire qu'on a eu la chance quand même, moi dans mon entreprise, d'être initiés, on a eu le choix. La réaction de certaines, ça a été: «Non, non, moi ça m'intéresse pas, je ne veux pas, c'est pour les hommes».
Et d'autres, ben, on dit: «Bah oui, allez, on y va». Et je pense qu'il y a aussi, en dehors de ces différences entre les uns et les autres, une certaine volonté de chacun d'y aller. Je vais faire un clin d'œil, je m'appelle Marie-Pierre. Ma mère voulait un fils et donc à l'époque, quand on ne savait pas le sexe de l'enfant, on prévoyait Pierre et quand l'enfant naissait, on l'appelait Marie-Pierre. Donc vous connaissez sûrement des Marie-Françoise, des Marie-Christine, des Marie-Dominique, des années 50. Ça veut dire que, on a quand même un nom masculin et j'ai des amis qui s'appellent Marie-Renée et autres et on a tout un caractère de battante. Est-ce qu'il y a une relation avec le prénom? Peut-être, mais je pense que c'est à réfléchir. Et dernier point, et je pense que le débat pourrait se faire parce que j'ai eu une grosse interrogation hier matin en écoutant France Inter. J'ai entendu qu'en Grande-Bretagne, ils avaient suspendu l'utilisation et l'exploitation en privé, quels que soient les cas, des bloqueurs de puberté. Donc j'ai écouté un petit peu, je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais que l'on puisse permettre à des gens, sans forcément avoir des prescriptions médicales, de bloquer la puberté, même si elle est pas précoce, on bloque parce que on permet à la personne d'avoir son choix de genre après sa majorité. Je me suis posé des questions. Alors je n'ai pas de réponse, je n'ai pas creusé la question, mais je pense qu'il y a des signaux qui ne vont pas résoudre le problème. Le problème, c'est pas de savoir est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, c'est qu'est-ce que je vaux sur le marché, qu'est-ce que je peux faire et qui je suis. Pour moi, c'est d'abord, je suis un être humain, homme-femme. Pour moi, c'est pas ça, c'est ma façon de voir les choses. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Je suis dans les temps. Pas de souci. Marie-Pierre, vous êtes parfaitement dans les temps. Dans le chat, on a Christophe qui nous dit que ça lui faisait penser au film Le sourire de Mona Lisa avec Julia Roberts. Oui, bon, mais c'est américain. Donc forcément, je veux dire que les super productions oui, c'est un petit peu le genre, le même genre. Mais là, moi, je me suis axée sur un film français avec ce qu'on vivait sur notre territoire français à l'époque. Hein, puisqu'il y a bien la libération, des barricades et autres donc mais ça a été un phénomène un peu partout, mais en France, c'était très particulier. Dernier point que j'ai pas soulevé, est-ce que, c'est gênant d'être féminine? Parce qu'on met quelquefois on mélange et ça je l'entends parfois dans nos centres, le terme féministe, féminine. Les gens mettent un petit peu un amalgame sur les 2, alors que ça n'a rien à voir. Être féministe à mon époque, c'était vraiment libération de la femme. Aujourd'hui, est-ce que être féminine, c'est péjoratif? Non. On parlait tout à l'heure, des vêtements ou des apparences que les gens critiquaient. Moi, j'estime qu'on peut affirmer sa féminité, on a le droit de le faire. On ne doit pas devenir passe-muraille parce que on peut être critiqué. Il faut savoir s'afficher. Oh là, je suis déterminée là. Je vais arrêter. Oui, sauf que pour les jeunes, c'est pas aussi évident que ça Non, quand mais c'est pour même, ça hein, que je le parce dis. C'est pour ça que je le dis. ils bloquent quand même certaines réflexions qui sont très, très violentes et qui les empêchent presque Oui, d'être féminines, hein. Tout à mais fait. Mais après, c'est aussi peut-être en lien avec ce qu'on voyait au tout début sur les réseaux sociaux, où les contenus masculinistes sont quand même très prégnants. Et donc finalement, peut-être que les jeunes ne sont que le reflet des contenus qu'ils regardent. ben, Et malheureusement, oui, tu disais au on a début, encore mais beaucoup à y faire. encore actuellement, Ah oui, parce que, bah, en fait, les chiffres parce que sont ça de plus perdure. pire en pire C'est... sur ouais, tout ce qui est oui, c'est ça. masculinisme Oui. sur les réseaux. Moi, j'avais une question à te poser, c'est Très est-ce que... rapidement, Monica. Oui, Sinon, d'accord. sinon, on va Est-ce être que obligé dans de ton raccourcir. auditoire ou dans les débats qu'il y a eu, il y en a qui se sont dit, mais tout compte fait, dans certains domaines, ça n'a pas beaucoup évolué. Oui, oui. Parce que... Et dans quel domaine? Dans le domaine des métiers, dans le choix des métiers et dans la place aussi de la femme dans la société, dans nos centres. Parce qu'on avait des personnes d'origine maghrébine, donc il y a eu un débat largement ouvert par rapport à justement cette confrontation avec, disait notamment une de nos, ma vice-présidente qui s'appelle Samia et qui disait que, quand elle a découvert le statut de la femme en France, elle est restée mais étonnée et elle ne comprend toujours pas pourquoi les femmes ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont. Si ça te va comme réponse. Mhm. Ça marche. Eh ben, on va pouvoir enchaîner tout de suite. Bon, moi, je vais quand même Vas-y, rebondir par rapport rebondis. à l'idée que être féminin, c'est pas mal, mais on n'est pas obligé non plus de l'être. C'est ça que je posais la Voilà. question, oui, oser le faire. Et donc voilà, je vois pas du coup où est-ce qu'il pourrait y avoir un débat là-dessus.
parce que en fait, on choisit ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être, en fait. Et par rapport au fait de dire hommes et femmes, c'est pas important, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a des stigmatisations qui sont différentes. On le sait entre le fait d'être un homme et une femme, donc c'est tout de suite il y a une différence. Ce serait comme de dire bon, le fait de dire on est humaniste, on est un être humain, bon, sorti de rien, enfin sorti du contexte. Ça veut rien dire en fait. C'est comme il y a aussi les personnes qui disent oui, être noir ou blanc, c'est la même chose, mais du coup, ça invisibilise la stigmatisation et l'histoire de ce qui. Oui, pardon, tu voulais dire. Non, je suis d'accord, ça divise justement dire mais être homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Au final, ça néglige beaucoup le combat féministe, je trouve. Oui, parce que je ne le vois pas comme un c'est pas dans combat. ce sens. Non, je ne le vois pas comme un combat, si tu veux. Pour moi, une lutte peut-être c'est plus une qu'un lutte, quoi. combat. C'est pas Le dans le 8 mars, sens c'est la agressif, journée mais de dans le lutte sens pour des les droits des efforts. femmes. Oui, bon, mais comme nous ne C'est sommes pas, vraiment oui, ça. mais nous ne sommes C'est- pas de la même génération. Justement, c'est peut-être Non. intéressant Donc, d'écouter tu une nouvelle vois, génération pour voir ce ah, qu'elles mais ont à apporter. on Et écoute je la reviens nouvelle de- génération, mais je si tu reviens c'est veux, la journée de lutte pour les droits des femmes. alors Donc, oui, c'est et moi du- je dis pour les droits des reconnaissance de la charte des droits des femmes d'abord, à la Peut-être que base. de ce fait-là, Laurine et Juliette, vous allez peut-être pouvoir nous parler de votre projet, et puis je pense que ça va rebondir sur la question. Donc à vous. Du coup, voilà, moi c'est Laurine, donc je suis coordinatrice enfance et action éducative à la maison de quartier Les Moulins à Lille. Et donc je travaille sur tous les projets qui sont à destination des enfants de 11 ans, donc maternelle et élémentaire, sur l'extrascolaire et le périscolaire. Et c'est vrai que la question de l'égalité filles-garçons, c'est quelque chose qui est très présent au niveau de nos accueils de loisirs. On a la chance d'avoir une équipe d'animation qui est très très attentive, qui est aussi très réactif aux différentes formes d'inégalité et aussi au niveau des préjugés qui sont très très ancrés et dès le plus jeune âge, on s'en rend compte quand même assez souvent. Et donc on fait régulièrement, tout au long de l'année, plusieurs ateliers, des ciné-débats, des ateliers lecture, des ateliers philo, avec les enfants dès leur plus jeune âge, hein, donc de 2 à 11 ans, sur ces différentes questions. Et donc, on a cette volonté à la maison de quartier, en tout cas, de mettre différentes actions pour questionner et déconstruire les préjugés qui sont liés au genre et aussi questionner la place de chacun dans notre société, quoi. Donc, l'année dernière, j'ai contacté Juliette de la compagnie Minuscule parce que j'avais pris connaissance d'un projet qui avait été réalisé qui s'appelle Le Jour d'Igor, qui est un feuilleton radiophonique et qui avait une attention particulière, c'était justement de casser les stéréotypes dans ce feuilleton. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être super chouette de faire ça aussi à la maison de quartier avec les enfants, sachant que nous, à la maison de quartier, on a une web radio, Radio Moulin, qui est donc une initiative qui est portée par la maison de quartier. Et on a un studio radio et c'est un outil pour les habitants pour échanger, pour transmettre, pour se rencontrer entre adultes, mais aussi entre enfants. Et donc la création radiophonique La dictature des petites couettes et La chasse au trésor de l'émancipation ont été réalisées à la maison de quartier l'année dernière, octobre-novembre 2023, sous forme de plusieurs ateliers. Je peux peut-être te laisser un peu si plus tu veux, détailler. ouais. Donc, du coup, pour me présenter, moi, je suis Juliette Galamé, je fais partie de la compagnie Minuscule Mécanique, du coup, et on travaille aussi sur les questions liées au genre à l'occasion d'actions culturelles. Et l'idée, c'est vraiment d'associer la création artistique et la sensibilisation à ces questions. En fait, c'est vraiment d'utiliser l'outil artistique pour toucher les enfants à travers ça, ou les adultes. Ça vient en fait, ce projet, toutes ces actions, elles sont venues d'une asso qui est en veille maintenant, qui s'appelle les Rencontres féministes, qui a été active depuis plus de 10 ans sur le territoire des Hauts-de-France, dans lesquelles on a vraiment mené plein d'actions différentes. Et là, du coup, je mets à profit ma casquette de réalisatrice sonore pour inviter les enfants à créer une fiction radio autour d'un ouvrage jeunesse que là, par exemple, on a choisi ensemble. J'avais ramené plusieurs choses.
Et c'est ce livre, La dictature des petites couettes de Ilya Green qui a été choisi et qui combat un peu les stéréotypes de représentation de la beauté. Qu'est-ce qui est beau? Est-ce qu'un garçon c'est beau, etc. Et donc on a fait ça pendant 1 semaine, pendant 5 séances, et ça s'est conclu par une restitution du montage, enfin de cette réalisation sonore devant, les adultes, qui voulaient bien, participer et d'autres enfants. Et on l'a accompagné donc d'une chasse au trésor de l'émancipation. C'est une espèce de parcours où les enfants passent par petits groupes dans dans différents modules où ils peuvent par exemple travailler sur les revendications et on les amène à crier leurs revendications euh, voilà, pendant ce module, donc pendant un bureau des revendications. Il y a aussi des jeux de théâtre autour des expressions sexistes, par exemple, de mimer les expressions sexistes. Il y a des fresques pour inventer d'autres possibles, etc. Ou des jeux de société dégenrés. Et donc tout ça en étant déguisé, et c'est très joyeux. Et voilà, ça fait partie aussi du projet qu'on a mené avec la maison de quartier. Et pour dire aussi que le micro, il autorise, enfin ça c'est assez chouette comme outil. Enfin, là, on le voit aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que le micro nous invite à parler et ça, voilà, donc c'est à qui on tend le micro. Est-ce que c'est juste aux garçons, juste aux filles? C'est possible aussi d'amener à la parole les filles dans ce cadre-là. C'est-à-dire que, alors que dans un groupe mixte, elles vont moins s'autoriser. Avec le micro, elles s'autorisent. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça marche. Alors, juste pour info, on a partagé le lien de la dictature des petites couettes dans le chat. Ouais, Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pour avez le lien. l'écouter. Et il est suivi d'un micro-trottoir qu'on a fait aussi dans le quartier, où du coup on invitait les enfants à poser des questions autour d'eux sur justement c'est quoi les trucs de filles et les trucs de garçons. Et donc c'était génial de les voir se confronter aux réactions des gens qui ne sont pas forcément eux ce qu'ils pensent, et tout d'un coup ça les amène vraiment à se poser des questions, etc. Donc c'était intéressant. Peut-être Juliette, tu peux, et puis Laurine, vous pouvez peut-être nous parler peut-être aussi de ces réactions d'enfants et de personnes qui ont été interpellées finalement en fait. Et puis il y a des enfants qui sont surpris parce que ils ont des préjugés de base, mais c'est ancré pour eux parce que c'est quelque chose qu'ils ont construit depuis qu'ils sont tout petits. Et puis quand ils posent une question à un garçon, je crois, est-ce que t'aimes le rose ou quelque chose comme ça, est-ce que les garçons ils peuvent faire de la danse, et qui répond oui, il y a un petit qui fait quoi? Pour lui, c'était une réaction pas normale, pas naturelle, mais ça les questionne en tout cas, et ils en parlent assez régulièrement après, sur des trucs basiques, hein, mais les garçons qui portent du rose, des filles qui font du football, ça les questionne quand même. Et au fur et à mesure, on arrive quand même à des choses et à des échanges entre enfants qui sont intéressants. Et les filles, elles arrivent quand même à prendre un peu plus de place, parce que c'est vrai que dans nos centres de loisirs, on le voit, et c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les cours de récréation, les garçons prennent de la place. Physiquement, ils prennent de la place, et en fait, c'est involontaire, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, et malheureusement, les filles, elles se questionnent pas sur ce genre de choses. Et donc là, avec la compagnie Muscule Mécanique, elles ont un petit peu questionner et reprendre leur place au sein des garçons. Et donc, oui, c'est très intéressant. Et puis, nous, des ateliers radio, on en fait quand même régulièrement avec les enfants du centre. Et c'est vrai que les filles, derrière le micro, dans un studio radio, elles sont à l'aise. Effectivement, peut-être que, comme tu disais, il y a l'outil qui offre la possibilité de s'exprimer et de dire ce qu'elles veulent. Et on entend des choses qu'on n'entend pas dans des discussions de tous les jours. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a des préjugés qui sont ancrés, mais on les déconstruit, ou en tout cas on les re-questionne petit à petit au niveau du centre de loisirs. Oui, c'est ça, on ne va pas changer le monde en un coup de cuillère à peau, mais par contre, on sème des petites graines qui vont porter leurs fruits, forcément.
Elles y vont spontanément vers le micro ou vous les invitez? Nous, on organise des sessions radio, hein, où on dit, bah voilà, aujourd'hui, on va parler d'une thématique spécifique. Les filles sont toujours partantes pour le faire. Et oui, elles parlent facilement au micro et coupent même la parole des garçons parfois. Donc, c'est ouais, un bel outil d'expression pour les filles, mais même pour les enfants, pour les adultes. Donc, elles y trouvent en tout cas leur place. Ouais. Et par rapport à alors, tu parlais du rose, du bleu, là, garçons-filles, mais par rapport à leur représentation des métiers, de ce qu'elles ou de ce qu'ils souhaitent faire plus tard, est-ce qu'ils restent dans les mêmes schémas? Oui, il y a encore des représentations qui sont très ancrées. On avait fait justement un travail avec la radio sur les métiers, quel métier ils veulent faire et quelle qualité il faut pour le faire. Bon, effectivement, les filles, elles veulent être maîtresses et il faut être douce, aimer les enfants. Et les garçons, ils veulent pompier, là, il faut être fort, il faut être courageux. Donc, il y a encore des choses qui sont vachement ancrées. Et puis, des fois, on a des petites surprises de filles qui disent, bah, moi, je vais être footballeuse professionnelle, voilà. Donc, oui, et des préjugés ancrés sur les métiers, il y en a énormément. Et du coup, on essaye aussi de casser ça avec les enfants via des ateliers, des ciné-débats, des choses comme ça. Ouais, Par exemple, en regardant Billy Elliot ou des choses comme ça, avec les enfants. Ouais. Comme ça leur permet à chaque fois de se re-questionner et de voir qu'il y a d'autres choses qui sont possibles que la voix de ce qui est Ouais, ça doit quand considéré même, comme masculin et féminin. Quoi. ouais, ça doit quand même les bousculer par rapport à ce qu'ils entendent, ne serait-ce que Bien sûr. à l'école, quoi. Ça dépend Alors, en fait, parce à l'école, pas tant que ça, Ouais. parce que, en tout cas, nous, on a juste à côté de la maison de quartier une école primaire et maternelle, donc Pauline Kergomar et Thierry Launay, qui sont aussi très sensibilisés sur ces questions-là, qui font très attention. Donc, on a un discours cohérent, en fait. Donc, c'est pour ça que ça Complémentaire. fonctionne bien aussi, parce que la petite graine qu'on va mettre dans la tête, elle ne sera pas perdue le lendemain quand il sera à l'école, parce qu'on sait que le discours reste cohérent quand même. Et tu rajoutes la famille. Alors oui, après la famille, c'est plus compliqué. Des parents par rapport aux ateliers qu'il fait, quelles sont leurs réactions parfois en entendant leurs enfants. Je suppose qu'ils écoutent ce que les enfants font. Alors effectivement, le travail avec les parents, c'est un autre travail qui est très difficile aussi, parce que déconstruire un préjugé qui est chez un enfant, c'est beaucoup plus difficile de le déconstruire chez un adulte. Donc là, c'est encore un autre très gros travail d'échange avec le parent. C'est pas facile, vraiment. Ouais, après, il y avait le retour aussi. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on propose. Là, spontanément, la chasse au trésor, ils se sont mis en groupe de filles, groupe de garçons. Et du coup, on voit que les filles, effectivement, elles prennent plus la place, etc. Mais les garçons, ils peuvent aussi. Ça ouvre un espace de parole pour les garçons de pouvoir dire des choses. Notamment, il y en avait qui témoignaient de la peur du regard des grands, en fait. De sortir du cadre, pourquoi pas, mais il y a toujours le regard des plus grands qui leur fait peur, en fait. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Bon, alors on m'a demandé signe honneur que ça soit notre tour. Nous, on voulait parler de notre projet aussi au centre social de Nice-Cacheux. Alors en fait, on a un projet sur la mixité qui est coupé en plusieurs morceaux. On a un projet photo, exposition photo, où un photographe, Marc Elvois, va dans les écoles pour questionner un peu les stéréotypes de genre envers les élèves, envers les primaires et les collégiens. Et donc là, ce soir, on va montrer un peu l'exposition, le début de l'exposition ce soir à notre événement. Et on a aussi un projet court-métrage et podcast qu'on fait toutes les deux ensemble au centre, où on est parti dans une maison de retraite à l'île Sud. Et en fait, on a interviewé des personnes âgées qui habitaient à la maison de retraite. Et les enfants sont partis les interviewer sur leur vie, sur comment était leur enfance, etc. Et on a essayé un peu d'aiguiller les questions sur les stéréotypes aussi de genre qu'il y avait. C'est pour ça qu'on a aussi vu les écoles ménagères, c'est ça avec les enfants, où il y a une dame qui nous a parlé de l'école ménagère. Et nos petits n'ont pas trop compris ce que c'était. Ils ont dit ouais, ok, très bien, on continue. Et Sandrine, elle a repris en disant non, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, et il y a un peu des...
on arrive un peu à faire ce lien, comme on parlait avant, entre les générations, ou l'échange de regards entre leur génération à eux, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Snap, etc. Et les générations d'avant, où il n'y avait pas tout ça, et c'était pas les mêmes injonctions. Mais ça reste quand même des injonctions. Toutes les générations ont des injonctions, pardon. Et en fait, on essaye un peu de confronter ça. Je sais pas si j'ai... C'est magnifique. Merci. Voilà. Ouais, alors, sur tout ce qui était court-métrage, en fait, on a beaucoup travaillé sur la question de stéréotypes. Donc, on les a interrogés sur, eux, les stéréotypes qu'ils entendent, les stéréotypes qu'ils subissent, etc. Et alors, finalement, c'était très rigolo parce que je leur ai expliqué qu'ils étaient finalement très stéréotypés dans la façon dont on a procédé. Sur les ateliers plutôt de création visuelle, on a eu que des filles. Donc, les séances, on a fait principalement des séances avec les filles. Puis la dernière séance, en fait, il y avait que des garçons. Ouais. Donc, c'est les garçons qui ont fait le doublage son, en fait, du film. Donc, ça donne quelque chose de très drôle. Voilà. C'était pas fait exprès. C'était pas fait du tout exprès. Mais de ce fait-là, le résultat, il est super intéressant. Et en fait, c'est les discussions qu'avaient les garçons entre eux, elles sont hyper intéressantes parce que eux se rendent compte qu'ils ont des stéréotypes, qu'ils colportent des stéréotypes, qu'ils les portent en eux, mais en même temps, ils comprennent qu'ils sont complètement à côté de la plaque, ces stéréotypes, et de ce fait-là, ils ne les comprennent pas. Et de ce fait-là, c'était vraiment très, très intéressant leur discussion parce que, en fait, ils sont un peu, je trouve, moi, j'ai trouvé ça super positif, en fait. Je me suis dit, bon, ok, il y en a qui ont encore des idées un peu arriérées, etc. Bon, on sait qu'ils les portent au sein de leur cellule familiale, c'est pas, voilà. On sait qu'il y a du travail et on sait pourquoi on fait le projet, finalement. Mais c'était aussi, je trouvais, plein d'espoir. Ouais. En tout cas, je me suis dit, bon, les filles, elles sont pas toutes seules un peu dans leur combat parce qu'au centre, on a énormément de filles qui jouent au foot, par exemple. Oui. Donc voilà, donc pendant le tournage, j'ai eu que des stéréotypes autour du foot avec les filles. Et en fait, les garçons m'ont sorti exactement les mêmes. Et donc, je me suis dit, bon, c'est bien, en fait, finalement, ils sont aussi raccords et c'est intéressant. Je pense que cette jeunesse soit raccord aussi sur quels stéréotypes elles ont envie de combattre. En fait, il y a quelques années, j'étais venue faire des petites capsules vidéo avec des enfants du centre social. Et donc, dans la scène qu'ils avaient choisi de représenter, c'était l'animatrice qui portait le stéréotype, en fait. C'est-à-dire qu'elle choisit de donner le ballon aux garçons plutôt qu'aux filles, alors qu'en fait... et donc, c'était super d'entendre ça de leur part. Ils avaient déjà une vision du décalage, mais finalement que les anciens étaient plus décalés qu'eux-mêmes, en fait. Oui, ça nous remet aussi un peu en question parce que je suis d'accord avec ce que tu disais, que nos centres de loisirs sont aussi... propagent aussi ça. On peut pas faire la leçon sur ça, mais en fait, nous aussi propager ça. Et moi, je le ressens aussi beaucoup parce que je suis aussi responsable jeunesse à Denis Cacheux. Et dans la CM, il y a aussi ça, il y a ce truc de les garçons prennent la place, que ce soit physique, mais aussi sonore. Et il n'y a plus aucune place, il n'y a plus aucune plage sonore, de place, tout est pris. Et même nous, toute notre attention, elle est mise sur les garçons parce qu'il y a tout qui est... C'est vrai qu'en animation, c'est quelque chose, quoi, de devoir gérer ça. C'est vrai que ça prend de l'énergie et comment on fait, quoi. C'est ça. Et je pense que la petite graine qu'on a mise, ça passe, mais même, enfin, je veux dire... J'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on pose aussi des questions aux animateurs. Oui. C'était vraiment sympa parce que finalement, eux aussi se rendent compte que dans leur pratique, ça se passe dans les propos de tous les jours et dans les pratiques de tous les jours. Involontairement, on a un animateur qui nous dit, oui, au foot, j'emmène les garçons. De toute façon, c'est les garçons qui viennent jouer au foot. Et en fait, alors que finalement... C'est même pas ça qu'on demande, même, en tant que... Et c'est vrai que... C'est parce qu'eux-mêmes sont pris dans les... Et donc, c'était vraiment intéressant de tous ces temps, finalement, de se dire, OK, on prend un temps et on se dit, qu'est-ce qu'on colporte, nous, en tant que salarié, en fait, aussi. Voilà. Alors, dans le chat, j'ai 2 retours d'expérience. Un de Pierre. Merci Pierre pour d'ailleurs ton témoignage, qui nous dit qu'en tant que père, il peut témoigner du nombre de fois où il a repris les vendeurs-vendeuses en magasin sur le choix des vêtements pour sa fille, qui est bien entendu plus team aventurière que licorne. Alors, je pense qu'on pourra avoir des licornes aventurières, et là, ça serait un mélange qui me plairait bien.
Et donc, il lui achète régulièrement des vêtements qui sont plutôt dans le rayon garçon parce que forcément, les vêtements sont plus sympas, avec des couleurs moins pastel et des dinosaures, des requins, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec Pierre, puisque j'adore aller acheter mes vêtements dans les rayons hommes plutôt que dans les rayons femmes. Voilà. Et un deuxième partage d'expérience d'Antoine. Antoine, c'est toi qui nous partages le fait que tu aurais aimé apprendre à coudre. Il n'est jamais trop tard. Mais effectivement, dans les centres sociaux. voilà. Et on a fait, nous, de la couture avec les enfants aussi, et les garçons ont adoré. Oui, Ah, oui. ça serait Ils ont bien. adoré, c'est bien. ouais. Voilà. De toute façon, la couture devrait être ajoutée à tous les Fab Labs, je pense. Parce qu'il n'y a pas que les brodeuses oui. numériques Oui. dans la vie. Oui, oui, oui. Il y a aussi le Oui. fil et l'aiguille. Oui. Et en plus, c'est low-tech. Est-ce qu'on est bon? Je crois qu'on est à peu près bon. On va continuer. Des questions? Pas de questions? On enchaîne. On enchaîne avec Sahel qui va nous proposer de nous parler d'un concept qu'on ne maîtrise pas forcément tous très bien, qui est la non-binarité. Bonjour, donc oui, moi je suis non-binaire déjà et je suis bénévole, donc on l'avait dit, dans un centre social, le Chemin Rouge, où je propose des ateliers de jeux de rôle. C'est du jeu de rôle de fantasy, c'est des aventures, mais les personnes créent leur propre personnage et se permettent d'explorer beaucoup de choses. Et on a parlé tout à l'heure de être féminin, féminine, masculin, masculine. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup vécu. J'ai eu beaucoup de réflexions à ces sujets-là et c'est des choses que je vois dans mes joueurs. Je vais parler un peu des personnes que j'ai dans mon groupe sans les nommer, mais j'ai par exemple un homme, un adulte, un papa, qui actuellement joue une femme. J'ai une jeune fille, une jeune femme qui joue un homme. J'ai des personnes qui sont comme moi dans la non-binarité de façon plus ou moins variée, je vais y revenir, qui se permettent de jouer des hommes, des femmes ou d'autres personnes non-binaires. Et j'ai envie de commencer par ça parce qu'en fait, quand on se pose ces questions-là, on se pose beaucoup le qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce que le masculin. Et chacun interprète un homme ou une femme à la façon dont il le perçoit. Et on a des versions extrêmement différentes. J'ai des personnages masculins qui vont être dans les stéréotypes qu'on a. On va être avec le barbare, le guerrier fort. Et j'en ai qui vont me faire des personnes très élégantes. J'ai quelqu'un qui me fait avec beaucoup de traits qu'on va plus stéréotypement associer au féminin, mais son personnage est entièrement masculin et très à l'aise dedans. Et à partir de là, il y a une réflexion qu'on peut se faire, qui arrive chez certains, de et chez moi. Et là, c'est du coup mon parcours personnel, quand je vais un peu parler. Euh, Enfant, je ne me sentais pas du tout à l'aise dans tout ce qui était la féminité. Et c'est quelque chose qu'on me pas reprochait, mais sur lequel on me faisait beaucoup de réflexions, de faire des efforts pour être plus féminine, de faire des efforts pour faire des choses plus de filles et essaye, tu vas voir, ça va te plaire. Et pas du tout. Et quand j'en parle, quand j'en ai fait des retours et que j'ai dit moi je ne me sens pas dedans du tout, moi je ne suis pas à l'aise à l'idée d'être une fille, la première réflexion que j'ai eue c'est ah mais tu n'as pas à être féminine pour être une fille. Alors qu'on m'a forcé tout du long à faire des choses féminines. Et que je lui ai dit: «Non, moi je m'y reconnais pas, c'est pas grave, tu es quand même une fille, tu n'as pas à être féminine». Et je me suis dit: «D'accord, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on veut absolument que je sois féminin si ce n'est pas important pour moi?» De là, j'ai eu une première expérience où je me suis demandé: «Est-ce que je ne serais pas un garçon trans?» donc transpassé, du genre assigné à naissance à un autre. Hem Je me suis demandé cette question très longtemps et au final, pareil, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement masculin dans le code traditionnel. Je vois beaucoup rire, c'est pour ça quand je parle de masculin et féminin, je parle dans le stéréotype et dans le code de société. Pareil, aucune de mes activités, aucune de mes passions ne va être classée masculin, à part peut-être, hélas, je trouve, mais le jeu vidéo, effectivement,
On le disait plutôt souvent associé aux garçons. C'est peut-être à peu près le seul où on pourrait me mettre là-dessus, mais sinon, c'est pas là-dedans non plus que je me suis retrouvée. Je me suis trouvée vraiment perdue entre eux, mais au final, le masculin, le féminin, être une fille, être un garçon, pourquoi je suis dans j'arrive pas à me retrouver et c'est là où c'est sur le numérique, c'est vraiment sur les réseaux sociaux où j'ai découvert toutes les notions en fait d'ailleurs LGBTQ+, parce que c'est là-dedans en fait, le non-binarité, c'est tout ce qui est LGBT+, et c'est là où j'ai découvert le non-binaire et où là, pour le coup, je me suis associée. Alors, en termes de société, est-ce que ça change grand-chose? Pas vraiment, je demande pas des considérations particulières. C'est avant tout un confort personnel, c'est d'être à l'aise avec moi-même, de ne plus être bizarre, de ne plus être un problème, de pouvoir dire, «Je suis moi et moi c'est ça». Après chacun le vit de sa façon. Comme j'ai dit, moi je suis un non-binaire et je connais d'autres personnes non-binaires qui ne le vivent absolument pas de la même façon et qui n'ont pas vécu le même parcours que moi du tout. Je connais des non-binaires qui sont très à l'aise dans l'idée d'être plus féminin ou plus masculin, avec des genres assignés à la naissance, heu, variés, enfin des sexes assignés à la naissance variés. Hem, Ça n'a jamais été, leur sujet, mais il y a toujours eu cette confrontation en premier lieu quand il y a cette réflexion d'être non-binaire, c'est une réflexion par rapport au code de la société. Après, il y a le deuxième effet qui va être aussi par rapport à son propre corps, mais ça, c'est encore tout un autre, débat où on pourrait revenir sur l'histoire des bloqueurs, avant les 18 ans interdits. Ça rentre dans ce débat-là, mais c'est encore tout un autre rapport. Là, je voulais plus parler par rapport à la société. Voilà, j'ai présenté mon parcours, j'ai présenté du coup, des façons de l'expérimenter avec le nôtre. Si vous avez des questions, j'en reçois souvent à ce sujet-là. Du coup, comment tu définirais la non-binarité? Enfin, si tu devais Alors, la non-binarité l'expliquer simplement. va être, moi je l'explique très souvent, ça va être avec le spectre des couleurs. En utilisant le stéréotype, si le rose c'est la fille et le bleu le garçon, quid de toutes les autres couleurs? Et pour moi, la non-binarité, ça va être ce spectre de couleurs avec des personnes qui vont rester dans des tons chauds, des personnes qui vont rester dans des tons plus froids, des personnes qui vont partir complètement dans d'autres couleurs. Et en fait, le drapeau de la fierté non binaire, je le porte en petit pendentif, on ne le verra pas bien, mais il est composé de 4 couleurs qui ont été choisies spécifiquement pour représenter toutes ces versions. C'est le jaune, le blanc, le violet et le noir. Le jaune pour tout ce qui va être hors de cette notion de binarité, les personnes qui vont complètement, aller ailleurs que la binarité, dire au final: «La binarité, ça ne me concerne pas». Le blanc, ça va être les personnes qui vont se retrouver un peu dans les 2. Dire: «Je suis à la fois un garçon et une fille», par exemple. Ça peut être le violet qui va être les personnes plus au milieu. Je m'identifie entre les 2. Pour ça, c'est un mélange du rouge et du bleu. Et le noir, c'est un rejet total, c'est encore différent de l'extérieur qui dit: «Il y a une binarité, c'est juste pas pour moi». Et le noir, ça va vraiment être fille, garçon, ça existe pas. En tout cas, pour moi, ça n'existe pas. Moi, je suis plus dans le jaune, je suis dans un il y a les hommes, il y a les femmes, c'est merveilleux. Je les adore tous les 2, mais c'est pas pour moi. C'est pas dans ma personne. Je connais quelqu'un, il va être quel Yel va être, elle utilise le pronom, Yel, néopronom. Moi, j'utilise le il parce que dans la langue française, c'est le neutre par défaut. Mmh. Qu'on le qu'on le veuille ou non, c'est, le neutre par défaut et donc moi, j'utilise ce il, neutre, pas forcément masculin, mais neutre. Hem Et je connais quelqu'un, Yel est complètement dans le noir de, rejeter entièrement la notion de féminité et la notion de masculinité. Je vois des grands yeux. Ouais, mais ça se traduit comment? Alors, chez elle, je vais éviter d'entrer dans trop de détails pour, des questions, d'anonymat et de son respect, mais chez elle, ça va, passer par une transition hormonale pour, rejeter une partie, de ses traits, mais pas forcément
comme une personne trans qui irait faire le changement hormonal Changement, et des oui, changements oui, par Physique. opération, oui. et elle va pas forcément les faire. Et par contre, ce qu'elle fait beaucoup, ça va être de l'expression par d'autres méthodes, ce soit ses vêtements, des tatouages, des tatoués de partout, des piercings. Et c'est ça, et elle s'exprime à travers sa peau, à travers sa propre thérapie en quelque sorte, des images. Est-ce que tu penses que l'écriture inclusive, ou je sais pas comment on dit, l'oral inclusif, est-ce que tu penses que c'est une clé pour transgresser finalement en fait cette binarité? Alors, d'une certaine façon, oui. Il y a des personnes que ça aide beaucoup, comme mon amie, comme je dis, qui utilise Yell. C'est un outil qu'elle utilise justement pour rejeter cette notion. Maintenant, je l'apprécie quand il est dans du administratif pur, parce que déjà, ça réinclut la femme, ce qui est important. Et par passage, quand on réinclut la femme et qu'on arrête de faire un espace majoritairement masculin, j'ai pas envie de dire purement, parce que heureusement ils ne sont plus purement masculins, ils sont encore peut-être un peu trop majoritaires, mais pas purement. Mais quand on réinclut la femme, quand on relance plus de l'image de la femme dedans, on se repermet d'avoir plus de variantes et de visions d'être. Et donc, quand on réinclut la femme, on réinclut les personnes trans, on réinclut les personnes non binaires. Pour moi, c'est déjà un combat important. C'est pour ça que je suis personnellement grand féministe. C'est quand on réinclut la femme, par effet, ça va réinclure les personnes qui même si elles ne se reconnaissent pas dedans, mais qui ne se reconnaissent en tout cas pas dans la masculinité. Après, est-ce qu'il faut l'imposer en permanence? Je suis moins sûre. Mais c'est ça, je l'apprécie dans l'administratif, je l'apprécie dans un usage personnel de soi. Maintenant, l'imposer en permanence m'a l'air d'être plus difficile et poser plus, pas de contraintes, mais de résistance du coup à des inclusions qui devraient être plus naturelles. De difficulté. C'est ça. Ouais, moi je pense que ça s'apprend. Enfin, Ça- ouais. Moi, ce qui me fait du bien, par exemple, parce qu'en tant que non-binaire aussi, Oui, on s'était dit j'ai des, tout à j'ai des l'heure. parcours, enfin, pas tout à fait pareils, mais Oui, c'est ça, on a tous, c'est ça ce qui est se merveilleux, croise, c'est qu'on a quoi. tous Enfin, notre voilà. parcours. Mais en tout cas, ce qui me fait du bien, c'est quand dans les questionnaires, par exemple, soit on ne pose pas la question homme ou femme, parce qu'en fait, on s'en fout. Même sur la carte d'identité, je ne vois pas pourquoi c'est écrit homme ou Ou femme. quand il y a une option, Mais quand il y a une option autre, c'est ah mon là plaisir là, aussi. moi, ça Très me clairement. soulage parce que je me dis, bon, bah, j'ai une place quelque part. Très Et au moins, les clairement. gens, ils se sont posé la question, quoi. Et je trouve que, enfin, ça, pour moi, c'est un truc de base, quoi. C'est Autre, un ou truc même de ne se base, qu'il puisse y prononce avoir pas. d'autres options, quoi. Ouais. Voilà. Femme autre ou ne se prononce pas, qui peut être pratique effectivement pour les personnes non binaires, ou même pour des Ouais. personnes hommes et femmes qui se disent est-ce que ça a un rapport dans le Oui, questionnaire, dans si l'étude on là? a vraiment Non. besoin de ça ou Voilà. pas. Mais par Ça- exemple, du coup, par exemple, dans les bilans d'action publique, etc., souvent on demande le nom d'homme, le nom de femme, et moi, par exemple, ça me fait hurler. Enfin, voilà, c'est des choses qui... Dans les statistiques. Bah ouais, c'est Donc, ouais, insupportable. je pense qu'il y a des actions Donc, qui arrivent souvent. il y a Une du pyramide boulot. des âges. Ouais, Il y a du des actions qui boulot. arrivent souvent, ça va être pendant les périodes des fiertés, vu Ouais. que ça va être, comme je disais, LGBT+, et nous, on est dans ce plus-là. Mm. Mais au final, tout ça, c'est des petites choses, j'ai envie de dire, du quotidien, et qui vont passer dans d'autres actions, en incluant les personnes, en essayant de proposer les choix variés, comme on a pu parler dans les différentes actions que vous faites. Par effet, ça va ramener aussi plus ces questions-là, Ouais. et plus ces personnes-là qui se sentent concernées à ce sujet. Et nous, dans nos actions, genre la chasse au trésor, on travaille aussi avec des photos, etc., de gens célèbres, etc., et qui abordent différentes thématiques. Et c'est des choses qu'on aborde avec les enfants aussi, quoi, de dire... Enfin, moi, en tant qu'enfant, j'aurais adoré qu'on puisse me dire... ouais, en fait, on n'est pas obligé d'être fille ou garçon, quoi. Et c'est énorme, parce qu'après, c'est comment on se sent, quelle place on a dans la société. Enfin, ça détermine tout un parcours aussi. Pour l'anecdote, tu parlais au début de ton prénom et des prénoms. Mon premier prénom, j'ai changé de prénom, mais mon prénom de naissance était très féminin. Mais ma mère m'a toujours dit, tu seras un homme, ma fille. Écoute, ma mère, c'était un peu ça. Donc,
Moi, Et je pense que je c'est l'ai évoqué, il y je a une pense que éducation. oui. Moi, je suis non-binaire, mais je pense qu'effectivement, de base, quand on a une éducation qui nous permet d'aller explorer une éducation plus ouverte dans cette question de féminité et de Oui. masculinité, on va pouvoir se retrouver beaucoup plus facilement, soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans autre chose. Mais c'est dans cette éducation avoir une liberté de pouvoir explorer qui est importante. Je rebondis là-dessus puisque je l'ai évoqué si tu veux. C'est que moi, jeune, ma mère m'appelait Pierre. Donc j'étais un garçon manqué, enfin ce qu'on appelait à l'époque un garçon Je l'ai manqué. entendu beaucoup dans mon enfance aussi, Oui, non, celui-là. mais c'est tout. D'ailleurs. Mais j'ai assumé, si tu veux. Les questions à l'époque ne se posaient pas non plus. Oui. Si on revient un petit peu, quand tu as passé 70 ans, tu sais, à l'époque, le genre, les gens ne se C'était une posaient pas question la qui se question. posait Ou pas. alors c'était plus ou moins caché, il fallait pas en parler. Hein. Dès qu'il y avait des questions, des questionnements, c'était un petit peu le veto. Ouais. Donc il y a aussi une évolution dans la réflexion aujourd'hui de tous les côtés. Mais Ouais. il est certain que Et j'ai cité cet exemple parce que moi, c'est quelque ça chose. m'a permis peut-être d'avoir ce raisonnement que j'ai aujourd'hui. C'est que tout en étant un peu Pierre dans ma tête, j'assume ma féminité extérieurement. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure je l'ai cité. Ouais, ça t'a permis d'avoir une réflexion à ce sujet qui t'a permis d'affirmer encore plus sereinement qui tu es toi. Oui, tout à fait, je l'assume. Hein, oui. L'important, c'est de pouvoir faire le choix. Exactement, C'est- exactement. C'est ça, et puis de l'assumer après. Et que d'autres l'acceptent Bah oui, aussi. oui. Le respect. Et aussi d'avoir des modèles, quoi, parce que c'est vrai que tu dis, moi c'est pareil, enfant, il n'y avait pas de modèle, même de personnages de lesbiennes ou Ou d'homosexuels. Il y qui avait, sont effacés. voilà, où on s'en C'était moquait, caché. des choses comme ça, c'était caché. Et du coup, c'est vrai que voilà, d'avoir des modèles, ça c'est hyper important. Une représentation qui pour moi est très importante, c'est dans la communauté bi. Je rappelle que Freddie Mercury, qui est le chanteur de Queen et qui est souvent représenté comme l'icône gay, il était bi. Il a une Bah oui, relation avec des hommes et des femmes. oui, bon. Non, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pourraient avoir été ce modèle-là, mais qu'effectivement leur identité a été quelque peu effacée ou cachée, que ce soit par l'histoire ou par les médias ou d'autres choses. On aurait pu avoir ces modèles très tôt. Ils existaient, mais ils étaient juste pas mis en avant, pas représentés. Bah, tu sais, il est arrivé que certains Marie-Pierre, hommes. ça sera la Pardon. dernière fois. Ah oui. Sinon, Monique, elle n'aura pas le temps de présenter son Monique, je vais te projet. manger ton temps. Voilà. C'est hyper Juste frustrant dire de que vous couper. Hein. moi, je connais des gars de mon âge qui ont fait leur transition, qui adoraient les hommes, mais à l'époque, on ne pouvait pas de toute façon en parler. J'ai un copain qui s'est marié enfin avec son meilleur ami, mais il était engagé sur des fiançailles. Et je connais 2 personnes, hommes qui ont eu des enfants, mariés, installés, et puis arrivés à la retraite, qui ont dit au revoir et qui ont assumé. Mais c'était aussi dans une époque où il faut accepter, si tu veux. Il y a toute une éducation derrière. Monique, excuse-moi. T'inquiète pas. Moi, je reviens à des choses plus traditionnelles. C'est grâce aux traditions qu'on permet l'évolution. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Ça ouvre et je pense qu'effectivement, ça peut ouvrir aussi. Vas-y. Alors, je suis Monique et je suis bénévole dans un centre social à Saint-Lenoble où j'ai participé à l'écriture d'un livre avec d'autres adultes, femmes, et il y avait un homme parmi nous. Je vais vous le présenter, ce livre. Je ne sais pas, Antoine, tu le... Antoine va zoomer. Et tu me le rapportes. Voilà, Ève, les dérives du désir. Un zoom et travelling arrière. Du destin, pardon. Bon. C'est un... Oui. Deuxième tome. Je ferai analyser ça. Hein. C'est le deuxième tome, peut-être. Oui. Alors, tout a démarré avec une formation action qui avait été mise en place autour des discriminations. Alors, on n'est pas tout à fait dans le sens de égalité femmes-hommes, mais c'est inclus dedans parce que dans les discriminations, il y a bien sûr la place de la femme, comment on situe la femme, est-ce que la femme peut être discriminée à certains endroits. Dans cette formation qui s'est faite dans un quartier quand même très populaire, un quartier très populaire, je vais dire, avec une mixité de population.
Et dans le centre social, il y avait un écrivain qui venait pour travailler l'écriture avec, les enfants qui fréquentaient le centre social. Si je reviens à la formation qui a été suivie, nous avons démarré par partir des représentations que les uns et les autres pouvaient avoir des discriminations, de la discrimination en général. Ça a été très riche, très il y a eu énormément d'exemples qui ont été donnés, des exemples parfois très violents où des personnes ont pu exprimer que leur enfant, on le taxait de bougnoule à l'école. C'est récent, hein, donc ça existe, j'espère que ça n'existe plus, mais ça existe quand même, ça existait à cette époque-là, ça remonte à 4-5 ans, donc c'est quand même pas si éloigné que ça et qui vivaient donc cette forme de discrimination pour leurs enfants d'une façon très délicate et très douloureuse. On a parlé aussi des discriminations à l'intérieur du centre social, discrimination autour du physique, autour, des représentations sociales, autour même d'une phrase qui est souvent dite: «Le centre social, c'est pour les cas sociaux» et ça, c'était très mal vécu par les personnes qui fréquentaient, d'autant qu'il y avait une mixité de personnes qui fréquentaient le centre social et à un moment donné, il y a eu l'analyse de ces discriminations. On a vu que ça partait de beaucoup de préjugés. Il y avait notamment une dame qui disait: «Moi, les noirs, je ne peux pas les voir», qui avait une phobie des noirs, qui ne savait pas expliquer pourquoi. Je pense qu'elle avait dû vivre quelque chose et qu'elle n'arrivait pas à retraduire ou à se ressouvenir et qui était vraiment quelque chose. Il y a eu des moments extrêmement douloureux dans la recherche, ou la compréhension de ces discriminations et d'affirmer qu'on pouvait avoir chacun des préjugés. Parce que c'était pas vrai, on pouvait pas avoir on n'avait pas de préjugés, on acceptait tout le monde, mais il y avait toujours un mais et je pense que ça a permis, d'éclairer certaines personnes. Certaines se sont dit: «Ça va trop loin, j'en peux pas plus» et certaines donc le groupe s'est scindé en 2 à un moment donné et où on voulait passer à l'action, où on se disait: «Mais maintenant, il faut qu'on puisse produire quelque chose qui puisse être médiatisé». Et la médiatisation, bon, on a hésité entre une bande dessinée, entre une pièce de théâtre, et comme il y avait une association qui travaillait l'écriture avec les enfants, on nous a proposé de travailler avec cette association sur l'écriture d'un livre. Écrire un livre, oh mais c'était pas pour nous quoi, on n'est pas capable d'écrire un livre, ça pouvait pas se faire et on a rencontré le romancier, la personne qui accompagnait justement les enfants, je vais donner son nom, c'est Michael, Moslonka, qui a un petit peu démystifié ce que ça pouvait être l'écriture et puis qui nous a dit: «Mais c'est vous qui allez donner les noms, c'est vous qui allez donner l'histoire, c'est vous qui allez tout construire. Moi, j'orienterai sur la syntaxe, sur la forme de l'écriture, mais c'est vous qui allez être au cœur de ce travail». Ce qui fait que, bah, petit à petit, on s'est apprivoisés les uns les autres et on a commencé, d'une façon ludique à chercher des noms d'acteurs du livre. Après, on est parti, bah, quelle idée, de quoi on va partir? On est parti d'une femme médecin au centre hospitalier de Douai, puisque, Saint-Noble est proche de Douai, du centre hospitalier et puis cette femme médecin, petit à petit, on l'a fait évoluer, heu, dans dans le centre hospitalier, à l'extérieur, dans sa vie personnelle et rencontrer comme ça des tas de personnes et des tas de situations qui l'ont mise en contact avec, heu, dans le cadre de discrimination. Alors comme dans ce groupe se sont ajoutées des personnes qui n'avaient pas vécu la première partie, je pense que, volontairement ou inconsciemment, et je pense que c'est tant mieux pour l'écriture du livre. On est resté très soft sur le nom des discriminations. On n'a jamais prononcé le nom de discrimination. On n'a jamais donné de solution
non plus à ces discriminations, on a écrit au fur et à mesure en inventant des situations, elle est femme médecin et elle se fait jeter par un médecin, un un patient qui est absolument, misogyne, qui la met dehors de la salle, de la chambre. Elle, comme elle rencontre un autre médecin homme qui va prendre le relais et puis, connaître l'histoire de cet homme par rapport, à son vécu avec les femmes. Elle a un copain qui est un ami qui est venu d'un pays étranger et puis qui sont très, très bons amis et dont elle ne connaît pas l'histoire, mais qui un jour l'invite à venir faire un accouchement. Alors l'invite, je vais dire lui demande s'il est possible qu'elle vienne faire un accouchement dans un camp de familles, issues de gens du voyage, qui sont quand même des familles très fermées, où on a vraiment les hommes d'un côté et ce sont les hommes qui accueillent et les femmes qui sont auprès de la parturiente, là, au moment de l'accouchement. Elle doit traverser un peu tout ça et elle vit justement ce regard, le regard des uns et le regard des autres, vis-à-vis de l'étrangère qu'elle peut être, qu'elle représente. Donc, discrimination par rapport à une communauté particulière, dans laquelle on sent très fort une domination, masculine qui donne l'autorisation d'entrer ou de ne pas entrer. Elle vit aussi la situation d'une dame de service qui est isolée et qui prolonge ses heures de travail parce qu'elle a peur de retourner chez elle et de vivre l'isolement, qui en même temps se fait un petit peu, je vais dire «harceler» entre guillemets, mais séduire par un médecin qui veut arriver absolument à la séduire. Elle résiste tant bien que mal et du mieux qu'elle peut et la femme médecin vient l'aider par rapport à ça parce qu'elle interpelle l'autre médecin en lui disant: «Oui, tu t'attaques toujours aux personnes inférieures comme les infirmières ou les dames de service, mais tu t'attaques pas à tes collègues». Et il sait lui répondre que c'est par ambition. Comme il a l'ambition d'être, médecin-chef, il sait très bien qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Donc on touche là plein de discriminations. Il y en a d'autres par rapport elle accueille une femme qui a été victime de violences conjugales, qui est amenée par une de ses voisines, dont elle touche là aussi une autre forme de domination sur les femmes par les coups et tout le travail qu'elle peut mener avec cette femme pour lui dire d'aller aider par son ami et d'aller porter plainte, quoi. Tout ce travail où elle doit exister, où elle a le droit d'exister, cette femme, par-delà son mari ou son compagnon et on sent l'ambivalence d'aller porter plainte, oui, mais il va me battre encore plus. Enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans la société au niveau des femmes, violentées et qui est vraiment un symbole. Mais à chaque fois dans ce discours se fait en plusieurs étapes et on revient à des situations premières. Il y a toujours un aller-retour dans toutes les situations et chaque fois, il y a une présentation, alors non pas idyllique, de solutions, mais d'un regard un petit peu plus ouvert sur la situation. Par exemple, avec toutes les réflexions que cette femme médecin a pu renvoyer, le médecin qui avait un jour, repéré que la dame de service, avait des petits flashs de whisky dans son chariot. Oh, il dit: «Tiens, comme elle veut pas répondre à mes avances et ben, moi je vais l'avoir, je vais me venger» et il la dénonce à la direction pour qu'elle soit mise dehors. De ce fait-là, effectivement, elle est mise dehors. Et puis, le travail que cette femme médecin mène fait qu'il a des remords. Et puis, à un moment donné, bon, il arrange la situation tant bien que mal. Je suis obligée de vous couper. Bon, Ah, bah alors, Monique. je vais terminer pour dire que tout est en filigrane pour donner le questionnement, pour inviter au questionnement sur la place de chacun, homme, femme,
ou autres. Je pense qu'on pourrait aller même, je pense à cette personne qui est misogyne et qui, je pense que ça va par-delà cette misogynie, mais que chacun puisse se questionner, que chacun puisse trouver les réponses à apporter et réfléchir à ces réponses à apporter. Voilà, d'amener la réflexion. Et je pense que c'est ça qui est surtout l'intérêt de ce livre. Alors, pour conclure, parce que je crois que je suis amenée à conclure, moi je vais conclure en disant que l'égalité femmes-hommes est un des axes de notre projet fédéral à la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais. C'est un axe qui est certainement travaillé depuis très longtemps. C'est un axe qu'il est difficile de travailler. Alors, je suis toujours un petit peu gênée, moi, avec la notion d'égalité femmes-hommes. On pourrait d'abord commencer par quelle est la place, comment aider la femme à prendre sa place dans la société, à côté des autres, et être reconnue à un moment donné comme à part entière, comme étant alors je vais dire aussi, je vais reprendre ton expression, un être humain à part entière, une personne à part entière, pour pouvoir exister de façon non discriminante. Je sais bien qu'il y a des années, des milliers d'années d'une culture inverse, mais c'est progressivement qu'on peut arriver à ça. Et par les petites expériences qui sont menées. Et il existe une commission égalité femmes-hommes, on ne l'a pas encore nommée autrement, qui a commencé sa première rencontre hier après-midi. Nous étions 3 malheureuses personnes. Nous allons lancer un appel pour essayer de capitaliser un peu toutes les expériences qui existent à travers l'ensemble des centres sociaux. Un mail va parvenir dans les centres sociaux dans les semaines à venir, de telle façon à avoir au moins une ressource quelque part pour ceux qui voudraient poursuivre cette notion-là. Et je pense qu'il est important qu'on enrichisse aussi cet axe du projet fédéral qui n'est pas facile à travailler et à aborder. Et donc, je lance une invitation à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, d'envoyer un message, de dire voilà, je suis intéressée par cette commission et je pense qu'on en tiendra compte et on vous invitera pour les prochaines commissions. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et merci à vous toutes qui avez participé, vous tous, parce que les messieurs sont à la technique, comme le stéréotype. On remercie la régie. Nous l'amène. Merci, voilà. En fait, c'est bien parce qu'ils font un peu le contraire de. On disait souvent que derrière des grands rois se cachaient leurs épouses, les femmes influentes. Voilà, aujourd'hui, on a un peu l'inverse. C'est que derrière notre plateau de femmes très puissantes, on peut se définir comme ça, ou de personnes non binaires très puissantes. Voilà. On a quelques messieurs qui se cachent et qui nous permettent de nous exprimer sur eux. Et toi, Antoine? Voilà, et donc, voilà. Merci aussi, au bras d'Antoine. Au revoir. Voilà, merci à tous. Et puis, alors le replay se retrouve bien incessamment sous peu, de toute façon, en suivant le même lien. Voilà. Et un grand merci. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Peut-être qu'il sera encore en plateau télé, parce que c'était très sympa.